Hello, everybody. Welcome to this session on education research in times of pandemic in the Global South. This is a panel put together by IDRC, which stands for International Development Research Center, which is also the organization that administers the GPE-funded KICS grant. And very soon you will hear a little bit more about the KICS initiative. So I will not say a word about the KICS initiative. My job is to present this high caliber group of colleagues, and it's a big pleasure. Alors, permettez-moi de parler un petit peu du sujet, très peu. Nous aurons une question particulière qui va avoir lieu en septembre sur ce que la COVID a fait à la recherche en matière d'éducation. C'est le sujet de ce présent panel. Ils vont nous rappeler que nous ne sommes pas seulement en période d'urgence biologique et sanitaire, mais aussi économique, politique et sociale. Alors, ce panel en particulier examinera l'urgence en matière de recherche que la COVID a produit et l'impact que cela a sur les systèmes d'éducation, la recherche et la collaboration en matière d'éducation. Permettez-moi de vous présenter le premier conférencier qui est du CRDI. Il s'agit de Florencio Ceballos, qui est un spécialiste principal des programmes auprès du CRDI au Portugal. Il est là depuis 2005. Il est sociologue de formation et en fait, avant de venir au Canada, il était membre du corps d'enseignement au Chili, d'université au Chili, et avant cela, il était à l'UNESCO à Paris. Florencio, vous avez la parole. Tout d'abord, une petite introduction du KICS et ensuite votre présentation. Permettez-moi de profiter de l'occasion de vous donner quelques directives au plan technique. Vous verrez au haut de l'écran un symbole comme une main. Si vous cliquez sur la main, il y a une fenêtre qui vous permettra d'inscrire vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions tout de suite. Comme ça, je saurai exactement quand j'empêcherai mes collègues de parler pour vous laisser le temps pour la discussion. Alors, vous ne verrez pas ce qui est à l'écran, mais nous verrons les questions que vous poserez. Nous les lirons pour vous à la fin de la séance. Florencio. Merci. Bonjour et bienvenue à tous. Dans ma présentation, je ferai un exercice pratique basé sur l'expérience récente que nous avons eue avec le KICS pour ce qui est d'organiser et produire la recherche en période de COVID. Mais pour le faire, je dois vous expliquer très rapidement ce qu'est le KICS. Alors, au lieu de vous faire une grande présentation, je me suis dit que la meilleure façon de vous expliquer ce qu'est l'échange d'informations et de savoir, pour montrer comment nous sommes tous interreliés dans nos activités professionnelles, je vais vous montrer une très courte vidéo de 2 minutes et 10 secondes qui explique exactement ce qu'est le KICS. Et à partir de là, je pourrai aller de l'avant avec ma présentation. Alors, si vous voulez bien, Ben, pouvez-vous nous passer la vidéo maintenant? Peut-on améliorer l'éducation pour les enfants de par le monde? Oui, en écoutant, en partageant et en utilisant les preuves. C'est ce que fait le KICS. Le KICS écoute ce que les pays estiment être leur plus grand défi en matière d'éducation et de politique. L'expérience du KICS a encouragé des bonnes innovations parmi les pays. Ça permet d'élaborer de grandes politiques en matière d'éducation. Qu'est-ce que le KICS? Le KICS est le partenariat global sur l'éducation, le savoir et l'innovation. Alors, ce sont des systèmes d'éducation dans les pays qui en profitent, des pays en développement qui en profitent. Le KICS est un échange d'informations et c'est ce qui le rend le si spécial. L'échange réunit des spécialistes des systèmes d'éducation pour partager l'information, les meilleures pratiques et orienter les meilleures pratiques des régions.
Où le KICS est-il actif? Il est global. Il réunit 70 pays à faible et moyen revenu sur l'éducation, mais c'est aussi local en fonction des besoins et de l'expertise locale. Il y a 4 centres régionaux qui fonctionnent avec le KICS qui en font un mécanisme central pour le partage d'informations. Le KICS réunit des représentants de 40 pays. L'EAP réunit des pays du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Europe et d'ailleurs. Et il y a aussi un centre en Amérique latine qui réunit 10 pays de cette région. Les partenaires régionaux gèrent leurs programmes. Et les différentes organisations en matière d'éducation réunissent les différents aspects sociaux, politiques, économiques et autres des différents pays. Nous voulons partager, systématiser et promouvoir la qualité de l'éducation partout au monde. C'est comme ça que le KICS le fait. Bon, merci. Alors voilà, c'est le KICS en 2 mots. Je n'aurai pas besoin d'en parler plus. Vous savez maintenant, en gros, ce qu'est le KICS. Alors, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est mener un exercice pratique basé sur les différents types de recherche que nous appuyons, particulièrement un ensemble. Nous avons donc fait un appel mondial en 2019 pour 12 grands projets de recherche partout au monde. Mais ensuite, en 2020, juste au moment où la pandémie commençait, la même semaine, je dirais, nous avons amorcé un processus pour faire un appel de propositions régionales qui nous a donné 22 projets en Afrique, en Asie, Pacifique et en Amérique latine ont été choisis. Alors, c'était des grands projets d'1,2 million de dollars pour différents pays. Et nous avons lancé le processus en pleine pandémie. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est 3 types d'informations que nous avons obtenues, que nous avons tirées de ces projets. Alors, la première perception porte sur comment faire la recherche en période de COVID. Quelles sont les interruptions? Quels sont les défis méthodologiques associés à de la recherche pédagogique sur le terrain en période de pandémie? Deuxièmement, il y a les nouvelles lacunes en matière de savoir. Quels sont les besoins de recherche et d'éléments de preuve qui sont ressortis dans le Sud et comme suite de la pandémie? Qu'est-ce qui a changé au niveau des besoins de recherche? Et le troisième, la troisième perception, c'est la capacité de cette recherche d'affecter ou d'attirer l'adoption de nouvelles politiques, d'innovation en matière de politique dans ce contexte. Alors, quelle est la recherche que nous menons pour faire avancer les choses, pour avoir une influence en matière de politique, d'adoption de politique? Alors, je vais parler de ces 3 choses en fonction de plusieurs projets que nous avons lancés avant et pendant la pandémie. Il est important de se rappeler pendant la pandémie parce que les projets régionaux, au lieu de décider du sommet, voilà les sujets que vous allez rechercher, nous avons fait une consultation le plus approfondie possible en mai 2020. Les intervenants locaux, Souma, Gita, ont participé à ces consultations dans différentes régions. Et à partir de là, nous avons choisi les sujets qui seraient incorporés à ces appels de proposition. Nous avons vu déjà que ces besoins étaient déjà énoncés. Rappelez-vous qu'à l'époque, 80%, sinon plus, 80% ou plus des écoles, je ne me souviens pas exactement du chiffre, étaient déjà fermées. Nous étions donc en
situation où on avait une fermeture mondiale de pratiquement toutes les écoles. Alors, si on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît, Ben. La suivante. Voilà. Alors, parlons un peu des lacunes au niveau du savoir. Dans ces consultations et dans différentes conversations que nous avons avec nos partenaires sur le terrain, nous avons découvert que plusieurs aspects avaient changé. Le genre de preuves, qu'est-ce qu'on voulait que la recherche aborde en matière de preuves? Évidemment, la COVID était la priorité numéro 1 pour à peu près tout le monde. Je ne dis pas que c'était la seule priorité, mais c'était certainement la première pour tout le monde. Et les domaines de préoccupation où on s'est aperçu que les lacunes devenaient plus importantes portaient sur l'adaptation des stratégies d'enseignement à cette nouvelle situation. Alors, on avançait sans anesthésie, pour ainsi dire, dans un mode complet d'éducation à distance, dans une situation où il fallait offrir donc ce genre d'enseignement sans donner aux professeurs les outils, les compétences, la capacité ou même l'espace pour s'adapter, pour adopter leur méthodologie pédagogique. Alors, ça nécessitait aussi plusieurs ajustements au programme d'enseignement. Et évidemment, les pays ne savaient pas trop comment produire ces ajustements, ces adaptations en si court préavis. Et aussi les outils d'évaluation pour modifier. Il fallait modifier donc les outils d'évaluation. Comment évaluer? Qu'est-ce qu'on va évaluer? Comment va-t-on l'évaluer quand on parle de l'apprentissage dans ce nouveau contexte? C'est une question très importante. Tout le monde se la posait. On portait sur l'utilisation de la technologie. Il ne s'agit pas seulement de la haute technologie. Je ne sais pas si on peut dire high-tech, haute technologie, mais on ne parle pas seulement de l'utilisation de l'Internet pour faire l'éducation à distance. Très souvent, on parlait de technologies rudimentaires, comme l'utilisation de la télévision, de la radio, comme façon d'offrir des programmes d'éducation à distance dans une situation où l'Internet n'était pas bien diffusé, au contraire, surtout dans les populations les plus vulnérables. C'était donc une très grande question qui demeure pour bien des pays avec lesquels nous travaillons, pour déterminer quelle est la stratégie, surtout en matière de technologie rudimentaire dans ce contexte. Il y a aussi un aspect qui était très important, et Cham en parlera peut-être un peu plus, qui porte aussi sur l'aspect socio-émotionnel de la pandémie, tant au niveau des enfants que des professeurs eux-mêmes. Cet aspect qui a une influence très forte sur la façon dont les gens apprennent ou enseignent et évoluent dans leur contexte d'apprentissage. C'est une question très importante et nous savons que l'interruption des classes en personne a eu un effet énorme sur la santé socio-émotionnelle des étudiants et des enseignants aussi. À plus long terme, ce qui est ressorti des consultations, il y avait la question de la résilience. Et c'était clair déjà en 2020, en mai 2020, et c'est encore évident aujourd'hui. Il faut assurer la résilience parce que ce n'est pas quelque chose qui va disparaître si facilement. Et on parle des pays qui, et j'insiste ici, ce sont des pays où le taux de vaccination, le processus de vaccination n'est pas aussi rapide qu'en Amérique du Nord ou en Europe. Alors, dans ces pays, on sait dans ces pays qu'il y aura des hauts et des pointes. Il y aura des événements de COVID pendant encore très longtemps dans ces pays. Il faut s'adapter et assurer la résilience à long terme, adapter les outils
y compris donc les systèmes d'information, de gestion d'information pédagogique. Diapo suivante. Pour ce qui est de faire la recherche, bon, ça peut sembler évident. Les défis pour les chercheurs. Alors, Dita, vous ne comptez pas la vidéo dans mon temps, n'est-ce pas? Je négocie 1 minute ou 2 de plus. Mais tout d'abord, il y a la capacité de réunir de l'information sur le terrain dans l'éducation. Si le terrain est fermé, même s'il est ouvert, on n'y a pas accès. Alors, ça nécessite beaucoup de créativité, beaucoup d'adaptation, beaucoup d'innovation pour surtout la recherche qualitative qui peut parfois remplacer ce qu'on verra dans une relation face à face dans les contextes plus traditionnels. Évidemment, il y a toute la question de la sécurité et les protocoles sanitaires pour la recherche. Et pour les participants, il a fallu les inventer de toutes pièces. Personne n'en avait et ce sont des choses qui ne sont pas facilement disponibles en matière au niveau de la recherche. On ne sait pas qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est impossible. Alors, c'est une question de disponibilité des différents intervenants qu'on veut contacter par la recherche, surtout les enseignants, les directeurs, les autorités, les gens qui sont à la maison, qui ont leurs propres problèmes, leurs propres fardeaux. Alors, la méthodologie, l'approche est très différente. Et enfin, diapo suivante. Enfin, et je crois qu'il est important de comprendre cela, il y a eu aussi un changement au niveau des priorités de politique. On ne fait pas de la recherche pour le plaisir de la recherche. On fait de la recherche, dans le cas de KICS, parce qu'on veut changer les choses, parce qu'on veut avoir une influence sur les processus d'adoption de politique. Et c'est une période difficile pour ça, pour 2 raisons. D'une part, on a les fonctionnaires des ministères qui sont débordés, dépassés par toutes sortes d'autres demandes qui sont souvent urgentes, par exemple la réouverture des écoles, etc. Ensuite, comme on fait face à un budget qui fond, comme suite de la crise économique, comme suite d'autres dépenses associées à la santé en particulier. Alors, pour attirer leur attention et mettre ça au sommet du programme, de l'agenda, pour ainsi dire, même s'ils savent qu'ils ont ils ont besoin de preuves. Il y a un aspect très pratique. Comment produire cet espace pour permettre au ministère de l'Éducation et aux intervenants de participer. Nous y avons réussi, particulièrement par le biais du Hubs, mais aussi par les centres, mais surtout au niveau du changement des politiques, les priorités des politiques et la capacité d'adoption de politiques et la disponibilité tout au long de la pandémie. Alors, ce sont des choses que nous avons réussi à adapter dans une certaine mesure, dans certaines mesures, mais pas dans d'autres. Malgré cela, on voit encore dans les ministères de l'Éducation, à répétition, un besoin de planification à long terme. On vous demande de mettre ça dans le contexte du long terme et ça va évoluer aussi, ça va changer les priorités de différentes façons, y compris, par exemple, un nouvel examen des technologies d'éducation, comme dans le cadre du taux. Alors, je m'arrête là pour l'instant, Gita. Merci beaucoup. Merci, Florenzo Ceballos. Il nous a parlé de la façon dont on mène de la recherche et aussi les priorités qui ont changé en raison de la pandémie. Et juste un rappel, il y a une petite main en haut de votre écran. Je vous invite à poser des questions à Florencio ou autres membres de cette table ronde. Et c'est un grand plaisir maintenant de vous présenter à notre deuxième présentateur. Cham Bodo est un agent principal avec l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Il est avec cette organisation depuis 2015 et en même temps, il continue à être
être le point central pour appuyer l'Union africaine dans la mise en œuvre de la stratégie intercontinentale pour l'Afrique 2016 à 2025. C'est aussi connu sous le nom de CESA. Et aussi, il y a d'autres stratégies et d'autres programmes. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Je vous en prie, allez-y. Merci. Merci. Je vais parler de l'Observatoire KIX sur les réponses suite à la pandémie COVID-19. C'est une plateforme qui génère et mobilise des données par rapport à la COVID. Cette plateforme est gérée par ADA, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, mais aussi un autre consortium. Notamment, il y a le Centre de l'Union africaine pour l'éducation des femmes et des filles, mais nous avons également un appui technologique, technicien de la part de la population africaine. Et aussi, il y a de l'appui de la part de l'UNESCO. Pour vous donner un peu de contexte, l'Observatoire met en œuvre une optique de genre, d'inclusion et d'équité pour faire le suivi, analyser, synthétiser et communiquer de l'information au sujet des politiques d'éducation et des pratiques au cours de la COVID, notamment par rapport à la réponse de la COVID dans les domaines de l'éducation primaire et secondaire dans 40 pays PME. Tout d'abord, on axe nos efforts sur l'exploitation continuelle des systèmes d'éducation. Ici, on parle de la formation des employés, des enseignants, de leur appui, l'appui aux apprenants, le financement et aussi la résilience des systèmes d'éducation futurs. Nous voulons également examiner, dans un deuxième temps, le bien-être des apprenants au-delà de la salle de classe. Nous examinons la nutrition, notamment les repas dans un contexte d'école, mais aussi les appuis que l'on peut offrir aux apprenants pour ce qui est de leur santé psychologique et psychosociale. Nous faisons aussi le suivi des recherches émergentes, mais aussi des interventions qui ont été éprouvées et évaluées. Et finalement, nous allons en parler. Ça fait partie de notre 4e trimestre de travail. Nous allons mener des études de cas. Nous allons nous pencher sur des domaines en particulier et nous voulons élaborer des pratiques prometteuses qui ont été utilisées dans certains pays et qu'on pourrait mettre à l'échelle. Les attentes dans ce cas-ci, c'est que nous allons pouvoir utiliser ces informations pour éclairer les décisions de politique par rapport à la COVID-19, mais nous voulons également examiner les plans et les pratiques, les interventions qui pourraient être appliquées également. Aujourd'hui, je voudrais vous parler tout d'abord d'un domaine que nous avons vu ensemble, notamment le côté financier. Mais avant, je veux vous dire où nous en sommes rendus présentement. Après avoir lancé l'Observatoire en novembre de l'an dernier, nous avons pu réaliser un blog dans lequel on pouvait donner de la visibilité sur la plateforme qui expliquait ce que l'on faisait. Nous avons également élaboré un document de politique par rapport au bien-être des enseignants et des apprenants au cours de la pandémie. Et maintenant, nous avons 5 fichiers de suivi en temps réel. Nous examinons les évaluations, la formation des enseignants, l'appui et le soutien aux étudiants, la réouverture des écoles, le bien-être des apprenants et aussi le financement de l'éducation. Bien sûr, nous avons de l'appui de l'équipe de consortium et nous avons donc réalisé ou préparer 3 documents de synthèse sur le bien-être des apprenants, le financement de l'éducation et la réouverture des écoles. Nous allons également étudier les impacts sur le fait de ne pas être en classe pour une si longue période de temps. Et maintenant,
Lorsque nous avons étudié la question du financement de l'éducation, nous avons tout d'abord examiné les défis associés au financement. Nous en avons ciblé 5. Bien sûr, il y a la question des ressources inadéquates, surtout présentement. C'est difficile d'appuyer l'apprentissage, surtout lorsqu'on étudie l'inclusion. Ensuite, c'est la surdépendance de plusieurs pays africains sur le financement extérieur. Et ensuite, la réaffectation des budgets vers la santé publique, ce qui a mené à des compressions dans le domaine de l'éducation et dans d'autres secteurs. Ensuite, nous avons identifié le remboursement des dettes. Donc, ces remboursements et d'autres priorités ont posé un défi et ensuite d'autres défis préexistants, que ce soit par rapport au territoire, que ce soit par exemple des défis externes. Alors, voilà quelques-uns des défis. Ce que nous avons comme information, nous savons que les 40 pays du PME ont besoin de financement dans 4 endroits prioritaires. Tout d'abord, avoir en place des mesures pour faire l'apprentissage à distance. Ensuite, il y avait la formation des enseignants sur l'utilisation des technologies d'apprentissage à distance, comment gérer, comment livrer des leçons à distance. Ensuite, c'était d'offrir notamment des matériaux associés à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène et les équipements de protection individuelle, ainsi de suite. Ensuite, nous avons regardé comment on pouvait appuyer les populations vulnérables, les enfants qui ont des besoins spéciaux, les filles qui viennent d'endroits marginalisés, mais aussi les populations de réfugiés. Mais aussi, donc, nous avons étudié le financement proportionnel qui variait d'un pays à l'autre. Donc, pour ce qui est des sources de financement, bien sûr, il y a les sources nationales, la réaffectation des budgets du gouvernement, des ministères de l'Éducation. Donc, en raison de cette réaffectation des fonds, nous avons dû réviser, réexaminer notre programmation. Il y a également des sources externes, notamment de l'aide des partenaires en développement par le biais de subventions ou de prêts pour la formation des étudiants. Donc, il y a eu de l'aide, entre autres, par rapport aux leçons à distance, mais aussi on a fourni des outils, notamment des plateformes. Mais il y a aussi toute la question des frais de scolaire. Nous savons que cela peut coûter de l'argent. Nous savons que dans plusieurs pays africains, bien que nous avons de l'éducation élémentaire gratuite, il y a quand même des coûts. On parle d'uniformes scolaires et ainsi de suite, les livres scolaires et ainsi de suite. Donc, voilà certaines sources de financement. Prochaine diapositive. Ici, nous voyons un graphique, une représentation des priorités et les partenaires qui ont travaillé avec nous et quand, et quels pays ont été visés, qui nous ont fourni de l'information. Donc, par exemple, pour l'apprentissage à distance, il y a évidemment les pays du PME, mais d'autres partenaires également. Ici, je voudrais passer à la prochaine diapositive qui examine quelques réponses des pays face au financement dans ces domaines. Tout d'abord, l'apprentissage à distance. Le point focal, c'était vraiment pour élaborer du contenu, comment livrer ce contenu, l'apprentissage à distance, examiner aussi l'utilisation de la radio, de la télévision et aussi d'autres plateformes. De cette façon, les apprenants peuvent avoir accès à l'information, mais il y a aussi d'autres programmes régionaux et d'autres domaines. Donc, lorsque nous regardons la formation des enseignants sur les technologies d'enseignement
à distance. Il y a le Uganda qui examinait comment on pouvait utiliser différents outils, des pratiques d'éducation, les compétences, mais aussi étudier la violence sexospécifique. Si nous regardons, par exemple, du côté du Kenya, la formation des enseignants, des enseignantes dans l'apprentissage à distance, ainsi que de l'appui pour les programmes d'éducation. Ensuite, on voulait outiller les parents, les autres personnes, afin que l'on puisse les appuyer avec des outils et des compétences d'apprentissage. Et maintenant, sur cette diapositive, nous voyons les réponses des pays. Donc, nous avons parlé, entre autres, des documents de promotion. Il y a, par exemple, au Burundi, qui examinait les ressources, entre autres, d'eau, d'assainissement, ainsi de suite, et la construction également d'établissements d'assainissement, d'hygiène, et ainsi de suite. En Éthiopie, nous avons regardé, entre autres, d'autres domaines. Au Sierra Leone, il y a un autre projet qui cible plusieurs enfants et des enseignants. Même chose en Mozambique, notamment pour l'amélioration des toilettes pour les filles et d'autres personnes qu'il y a. En Mauritanie, on voulait s'assurer que les populations pauvres dans le domaine rural pouvaient participer à l'éducation. Donc, pour l'inclusion des populations vulnérables dans l'éducation, il y a plusieurs pays qui ont des projets dans ce domaine. Le Kenya, le Mali, la République du Congo et du Zimbabwe qui ont examiné l'inclusion, l'égalité des genres, notamment au niveau de la formation des enseignants. Au Nigeria, il y a des programmes axés sur les filles. Et au Mali, on essaie de voir comment on peut protéger les apprenants de la violence avec un accent particulier sur les filles. On sait ce qui se passe sur ce continent. En Zimbabwe, il y a des programmes qui tiennent compte du genre. Et au Bénin, il y a d'autres programmes, mais au Sénégal, on a créé des espaces sûrs, des espaces numériques sûrs pour les filles afin qu'ils puissent avoir accès à leur père, leur mentor. Et le Malawi et la République du Congo dans cet ordre-là. Pour ce qui est de cette optique de genre dans le financement de l'éducation, nous avons fait valoir l'approche mondiale. Donc, il y avait un programme de financement pour les PME. On cherchait à appuyer, à mobiliser le financement de l'éducation en Afrique. Il y avait également le centre d'éducation pour les filles en Afrique. On cherche à s'assurer que les filles retournent à l'école après la pandémie. Et bien sûr, il y a eu des stratégies proposées par l'Union africaine, qui vise à la réintégration des filles enceintes. Il y a encore des pays qui ont des politiques qui ne permettent pas aux filles enceintes de retourner à l'école. Mais il y a beaucoup de transformations en route présentement avec différentes campagnes et nous voyons des développements positifs de ce côté-là. Et bien sûr, les partenariats très importants. Et prochaine diapositive, j'aimerais porter à votre attention quelques recommandations. Tout d'abord, c'est encourager les pays africains à affecter davantage de ressources nationales pour créer une durabilité au niveau des réponses d'urgence en matière de financement. Deuxièmement, comment peut-on démontrer que toutes les réponses, toutes les interventions financières ont amené une amélioration au niveau de l'équité et de l'inclusion, parce que nous savons que c'est un point focal non seulement pour les récipiendaires, mais aussi que ces fonds ont été utilisés à bon escient. Donc, nous examinons les côtés pratiques. Ensuite, nous cherchons et nous appuyons des investissements importants au niveau de la technologie de l'éducation. Nous savons que l'infrastructure existante dans plusieurs des pays africains n'a pas permis
à plusieurs personnes qui habitent dans des endroits isolés et marginalisés d'avoir accès à l'éducation. Et le moment est venu pour que l'Afrique examine l'amélioration de son infrastructure pour avoir de l'éducation à distance, non seulement comme une plateforme individuelle, mais aussi dans une approche hybride. De cette façon, on pourrait le jumeler à l'éducation en personne. De cette façon, nous aurons le plus grand nombre possible d'apprenants qui auront accès à l'éducation. Ensuite, il faut examiner la possibilité d'annuler des dettes externes pour aider des économies en difficulté, de canaliser davantage de ressources vers l'équité et l'inclusion en matière d'éducation, et finalement d'avoir un financement direct pour améliorer les capacités humaines dans les systèmes d'éducation pour être mieux préparés à répondre ou intervenir en cas de crise telle que la COVID-19. C'est ce que j'avais à dire. Merci de votre attention. Merci. Donc, Shane, c'est vraiment concentré sur le fait de s'adapter à la COVID-19 et toutes les différentes actions, les réactions de la politique. Je trouve que toutes ces présentations sont complémentaires. Je vous remercie. Et un rappel à tous les participants et participantes, il y a une main, vous pouvez poser une question et bientôt nous allons ouvrir le micro. Après la prochaine présentation, nous aurons du temps pour des questions, des commentaires. Et maintenant, j'aimerais vous présenter le Dr Javier González. Il est le directeur de SUMA, mais il est également professeur au Centre de développement à l'Université Cambridge. Il travaille également du côté de l'Organisation des États des Caraïbes orientales. Et c'est vraiment le carrefour, le pôle régional pour les activités de KICS. Donc, les activités de KICS, là, ne sont pas qu'au niveau national, mais aussi un carrefour pour les projets locaux, régionaux, nationaux et ainsi de suite. La parole est à vous, Dr. González. Merci. Merci encore de votre invitation et bien sûr au CRDI d'avoir organisé cette conférence qui tient lieu d'un sujet très important. La COVID nous a rappelé que nous sommes tous et toutes dans le même bateau, mais peut-être dans des suites différentes dans le bateau. Certaines personnes progressent plus rapidement que d'autres. Par contre, nous sommes tous et toutes dans le même bateau, ce qui veut dire que nous avons besoin de réponses collectives. Nous avons besoin de collaboration également à l'échelle internationale. Nous avons besoin de nouveaux mécanismes, de nouveaux systèmes pour s'attaquer à des questions comme la COVID. C'est important aussi de dire qu'on ne devrait jamais gaspiller une crise, de ne pas en tirer profit, de ne pas tirer de leçons de ce qu'on a appris de la COVID. La COVID nous rappelle également qu'il y a énormément d'inégalités qui existent partout dans le monde. Et maintenant, je vais vous parler de l'Amérique latine. Et l'Amérique latine, c'est la région la plus inégale dans le monde. Parfois, les gens l'oublient parce que plusieurs pays dans cette région sont des pays à faible ou à moyen revenu. Et par conséquent, parfois, on a l'impression qu'ils ne sont pas avantagés. Mais c'est vrai que c'est très inégal, ce qui veut dire que nous vivons sur des continents différents, dans des pays différents, malgré que c'est l'Amérique latine. Si on peut passer à la diapo suivante, j'aimerais commencer par
prendre quelques minutes pour vous parler de 4 grandes stratégies dont nous faisons la promotion par SUMA et aussi dans le contexte de l'initiative KICS, évidemment, et avec l'OECO. Les 4 grands domaines sont essentiellement, ils consistent essentiellement à essayer de comprendre ce qui se passe sur le terrain, au-delà des approches en aval. Nous voulons comprendre ce qui arrive sur le terrain, dans les régions rurales et avec les étudiants, les élèves. Alors, il faut identifier les lacunes dans la collecte de données. Deuxièmement, nous voulons faire la promotion d'innovations qui pourraient résoudre ces problèmes. Troisièmement, nous voulons appuyer les enseignants qui sont les principaux intervenants, qui sont isolés en ce moment. Ils font de leur mieux, mais ils ne parviennent pas à rejoindre leurs élèves de façon suffisante. Et enfin, comment diffuser et assurer la dissémination, la diffusion et les réseaux de collaboration. Alors, c'est fondamental. Diapo suivante. Alors, très rapidement, je vais vous expliquer ce qu'est SUMA. SUMA est une institution régionale créée en 2016 par à la demande de plusieurs gouvernements et appuyée par la BID. Aujourd'hui, c'est un centre de recherche et d'innovation indépendant dont le principal objectif est de faire la promotion des grandes politiques tout en éliminant les lacunes sociales et culturelles qu'on voit dans les régions, tant au niveau structurel en aval, mais aussi en amont, en travaillant directement, pas seulement en faisant de la recherche, mais nous travaillons directement avec les enseignants dans les écoles particulières sur le terrain pour pouvoir apprendre, tirer des leçons que nous pouvons donc à notre tour transmettre dans la région. Diapo suivante, voilà. Alors, nous sommes dans le premier domaine d'action que j'ai mentionné. Nous avons commencé très tôt, en 2020, en avril, et nous avons lancé cette initiative en mai. Et c'est un rapport sur un sondage qui a été mené d'abord au Chili auprès de 3000 enseignants. Nous avons appris des choses assez frappantes. Dans le cas du Chili, c'est un des pays aux revenus le plus élevé de la région. Et donc, on avait l'impression qu'on était déjà dans l'ère cybernétique des choses et que la plupart des gens avaient la connectivité et qu'on n'en aurait pas tellement de problèmes. Et en fait, le côté positif de la COVID est que ça a montré que c'était une illusion. En fait, je voudrais mentionner un aspect. En mai 2020, 60% des enseignants à peine étaient avaient des étudiants en ligne. Mais quand on leur a demandé combien d'étudiants avec lesquels ils communiquent, ils nous ont dit ils ne communiquaient que la moitié d'entre eux. Alors, à peine 60% des professeurs étaient en contact, mais ceux-ci contactaient à peine 50% de leurs élèves. Alors, ça avait vraiment une situation très frappante dans un pays qui semblait... ils n'étaient pas préparés. Donc, SUMA a décidé de lancer un effort beaucoup plus général, appuyé encore une fois par le CRDI et JB, pour créer ce qui était le plus grand sondage jamais mené en Amérique, dans toute la région, auprès de 20 pays. En ce moment, nous
voulons déterminer quelles sont les ressources numériques disponibles pour les enseignants, quelles sont les stratégies d'enseignement existantes et qui sont utilisées dans la classe, pas seulement l'information nous est donnée par les professeurs eux-mêmes, pas par les ministères, et quelles sont les pratiques de priorisation du programme d'études et quels sont les grands défis. Alors, nous travaillons avec les ministères de l'Éducation et donc Summa a conçu ce sondage, mais les ministères sont ceux qui envoient le sondage directement aux enseignants, au courriel des enseignants. Alors, nous savons qu'il ne s'agit pas là d'un sondage ouvert auquel n'importe qui peut répondre. Ça cible vraiment les enseignants. Page suivante. Les bonnes ressources que nous avons jusqu'ici, c'est que, évidemment, nous n'avons pas terminé le sondage encore, mais nous avons déjà plus de 200 000 enseignants qui ont répondu à tout le questionnaire jusqu'ici. Le questionnaire est encore ouvert, le sondage est encore ouvert, et il couvre 20 pays de la région. Alors d'abord, nous aurons une perspective comparative, une perspective en amont de ce qui se passe sur le terrain et dans les salles de classe de la région. C'est en fait quelque chose de très particulier au niveau de l'expérience que nous avons et qui va contribuer aux politiques des ministères. Parce que nous travaillons avec les ministères depuis le début et ils sont très intéressés à voir les résultats de ce sondage. Page suivante. Ensemble, avec toutes ces informations, et là encore, ce qui a été fourni par le CRDI, avec l'aide du CRDI, nous travaillons à la création d'un indice d'apprentissage ou de préparation à l'apprentissage à distance. C'est un effort non seulement en Amérique latine, mais partout au monde, parce que nous étudions 15 pays, 5 en Amérique latine, 5 en Afrique et 5 en Asie. Et ce que nous voulons faire avec ce groupe d'experts et de gens sur le terrain, nous voulons créer le plus grand indice qui nous dira à quel point ces pays sont préparés, combien sont-ils résilients face à la situation de COVID aujourd'hui, mais demain, ça sera des problèmes environnementaux et qui vont sans doute interrompre les systèmes d'éducation. Ou une autre pandémie, qui sait? Alors, il faut savoir quelle est la situation de ces pays, quelle est leur capacité d'assurer l'éducation à distance. Et nous regardons donc 4 dimensions. La première porte sur la littératie numérique et l'infrastructure. A-t-on accès à l'Internet? A-t-on accès aux dispositifs technologiques? Mais surtout, est-ce que les professeurs savent s'en servir? Est-ce que les élèves savent s'en servir? Alors ça, c'est une chose. La deuxième dimension porte sur le bien-être. Est-ce que les élèves sont nourris lorsqu'ils ne sont pas à la maison? Rappelez-vous que dans la plupart de ces populations, dans bien de ces pays, les gens reçoivent leur repas, le petit déjeuner et le déjeuner dans les écoles. Alors, quand on ferme les écoles, ça a un impact sur les élèves. D'une part, on voit un problème d'obésité parce que la nourriture qui est disponible n'est pas aussi nutritive. Et donc, et d'autre part, avec l'obésité, dans certains cas, on voit aussi des cas de la non-nutrition, enfin, je ne trouve pas l'expression. Alors, on a ces déficits nutritionnels qui touchent le bien-être, les vaccins aussi, le bien-être socio-émotionnel. Alors, est-ce qu'on peut assurer ce bien-être avec l'apprentissage à distance? Et 2 autres enjeux qui découle de l'apprentissage à distance. Il s'agit de la planification, l'évaluation des programmes d'études, la formation des enseignants. Et la page suivante. Au-delà du diagnostic, nous voulons aussi promouvoir l'innovation. Summa
avait déjà une carte d'innovation il y a quelques semaines, oui, j'ai quelques minutes, merci Gita. Nous avons commencé à travailler avec la carte de l'innovation. Il y a quelques mois, nous avons renouvelé la deuxième version de cette carte qui montre quelles innovations de par le monde sont. Il y a des modèles d'innovation partout dans le monde avec différents partenaires, Telefonica, GEPAL et d'autres. Mais ensuite, nous les avons filtrés en fonction de leur applicabilité, l'impact sur les ressources, leur disponibilité, etc. Page suivante. Nous avons aussi lancé un appel ouvert pour trouver de nouvelles innovations, qu'on appelle les innovations prometteuses, des aides à l'innovation de 11 pays. Nous subventionnons ces innovations par le mentorat dans différentes initiatives dans la région. Des innovations notamment au Mexique, en Colombie, Argentine, Pérou. Et aussi, nous sommes en train de subventionner des innovations consolidées, beaucoup plus étendues dans la région. Page suivante. Nous appuyons aussi les enseignants en leur donnant de l'information sur ce qui fonctionne. Évidemment, là-dessus, nous comptons sur le partenariat avec la Fondation sur le subventionnement de l'éducation. Alors, dans Suma, nous offrons une couche additionnelle qui contextualise la recherche, surtout du Nord. Il y a une couche additionnelle de recherche en espagnol, en portugais, et donc nous contextualisons ce qui fonctionne aussi dans nos régions et l'impact de ces pratiques. Maintenant, de concert avec le CRDI, dans un projet qui s'appelle TBL Scale, nous travaillons à l'élaboration de lignes directrices pour les enseignants pour l'apprentissage à distance, le CRDI Hong Kong, FinEd aux Philippines, etc. Nous offrons différents types de lignes directrices aussi avec la Caixa, une fondation espagnole. Nous offrons de l'information non seulement sur ce qui fonctionne, mais comment ça peut s'appliquer dans la salle de classe. Alors, nous voulons offrir du matériel pédagogique et didactif. Alors, non seulement l'apprentissage est important, mais comment l'offrir. Et ensuite, nous voulons mettre en place ces activités dans les pays. C'est important de savoir que ça a été appliqué notamment au Honduras. Nous travaillons avec le ministère de l'Éducation de ce pays pour un projet pilote, un nouveau modèle de formation en ligne des enseignants. Ça vient d'Asie, alors nous voulons tirer des leçons de différentes expériences de par le monde pour promouvoir l'apprentissage en ligne. Et aujourd'hui, donc, c'est un projet pilote pour 80 enseignants. Et ensuite, on veut l'étendre comme politique nationale pour tout le Honduras. Et je termine sur cette dernière page. Alors, enfin, au niveau de la diffusion, c'est mon dernier point, évidemment, l'importance d'un des 4 centres KICS, celui d'Amérique, que nous le faisons de concert avec l'OECO. Je pense qu'il s'agit d'une initiative très courageuse, et je dis très franchement, parce que ce que nous faisons, nous avons la possibilité de travailler avec les plus hauts paliers des autorités ministérielles, mais aussi avec les syndicats de professeurs, les ONG, les universitaires, les doyens de facultés d'éducation universitaire. Alors, nous réunissons tous ces intervenants pour discuter de leurs priorités. Et c'est vraiment une perspective sud-sud pour voir comment faire le développement, comment faire la recherche. Et ce n'est pas donc ce n'est pas déterminé seulement par les programmes mondiaux, et c'est déterminé par les priorités
pays elles-mêmes. Une fois qu'on a identifié ces priorités, que les pays ont identifié leurs propres priorités, nous passons à l'identification des innovations pour mobiliser les solutions le plus rapidement possible pour que ce ne soit pas théorique seulement. Florencio parlait, et j'ai bien aimé ce qu'il a dit, il dit qu'on ne fait pas de la recherche pour le plaisir de la recherche, on fait de la recherche parce que nous voulons aider à appuyer les pays pour changer les choses. Et je pense que l'exemple que j'ai donné pour la formation des enseignants, ce qu'on fait au Honduras, nous le faisons aussi partout ailleurs. C'est la preuve que le KICS n'est pas seulement quelque chose qui réunit les gens pour parler de théorie. Nous faisons les choses ensemble pour mobiliser les choses, pour changer la réalité pour le meilleur. Merci beaucoup. Merci, Javier. J'aimerais maintenant commencer par des questions, jusqu'à ce qu'on ait les questions de l'auditoire. Alors, une pour Javier particulièrement, qui montre comment la situation de COVID est une cible mouvante. Il y a une période de maturation d'apprentissage, exactement comme la recherche que vous faites sur l'apprentissage à distance et l'indice de préparation. La question que vous posez aujourd'hui est différente de celle que vous avez posée il y a 6 mois. Alors, comment traitez-vous le fait que le sondage est encore en cours et que les gens continuent de rentrer leurs réponses? Alors, quel est le niveau de maturation de vos réactions? Et une autre question pour tout le monde. Vous savez, la phrase qui a été utilisée, on a parlé de la gouvernance par chiffres. C'est ce que nous faisons dans notre domaine, dans le développement. Nous faisons des échéances, des repères. Nous commençons par des études de base. Alors, qu'est-ce qui arrive avec cette planification basée sur les preuves en l'absence de recherche, lorsqu'on ne peut pas aller à l'école, etc. Qui va commencer? Bon, merci Gita. Une question très importante. Je pourrais peut-être vous donner une réflexion plutôt qu'une réponse comme telle. Je pense qu'au début de la crise, tout le monde était obsédé par l'Internet et les techniques, la technologie. Et ensuite, on parlait de la 4e révolution, des choses. Nous étions préparés, les enfants, les familles, dans bien des... Je ne dis pas partout au monde, mais dans bien des régions du monde, dans les pays en développement, même dans les pays en développement, les familles étaient prêtes. Alors, je pense que c'est un mythe, que nous n'en sommes pas là dans notre réalité. Alors, c'était trompeur dans bien des cas, même pour les organisations internationales, de croire que l'avenir résidait dans l'intelligence artificielle, qu'on y était déjà. Au contraire, nous avons beaucoup de retard dans les régions rurales. Un collègue l'a dit, on le dit en Amérique latine, nous n'avons pas encore de l'eau, des toilettes, l'électricité. Alors, l'Internet, c'est encore toute une autre chose. Alors, ma réponse est que je pense que ce qui a changé, c'est la réalité. On a beaucoup plus de retard que les grands discours de l'avenir, que l'avenir est maintenant. Et la COVID a révélé, et toute cette information le montre, d'abord que ça a exacerbé et révélé le voile de l'ignorance en fait, des racines si profondes de l'inégalité. Les pays souffrent énormément d'inégalités entre eux, et ça le démontre de façon très dramatique. Et peut-être la deuxième chose qui a changé au cours de cette crise,
c'est qu'on croyait que ce serait plutôt un choc temporaire qui serait parti dans les 6 mois. Mais maintenant, ça fait presque 2 ans. Nous sommes encore en plein milieu de cette crise et bien sûr, dans plusieurs pays, nous n'avons toujours pas de vaccin. Donc, c'est une situation qui va rester avec nous pour longtemps. Et je crois que ce point de vue a pris de la maturité. Par conséquent, nous avons besoin de solutions à long terme. Et je vais terminer ma réponse avec ceci. Nous devons vraiment tenir compte de ces inégalités historiques enracinées qui existent, mais aussi nous devons avoir un plan, une stratégie, notamment pour la mise à niveau des procédures et des programmes en matière d'éducation. C'est important pour les 5 prochaines années de pouvoir se pencher sur ces lacunes, mais aussi de former les enseignants et enseignantes, parce qu'il y a tellement de différences dans les salles de classe, mais troisièmement, pour s'assurer le bien-être physique et émotionnel des étudiants. Et Florencio ou quelqu'un d'autre pourrait animer la session des questions et des réponses. Vous voulez que je m'occupe des questions? Oui, dit Gita. Oui, je ne vois pas les questions. Ici Florencio. Je vais lire une question, mais tout d'abord, j'aimerais vous offrir quelques observations de ce que notre interlocuteur a évoqué. 2 ou 3 choses à considérer. Tout d'abord, c'est de tenir pour acquis que la base a changé, le point de référence a changé. Donc, par exemple, la santé, l'emploi a changé en raison de la COVID. Il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à l'éducation. Les objectifs de développement durable. L'interprète a beaucoup de difficultés à entendre l'intervenant. Bon, nous avions des pertes dans plusieurs domaines, mais c'est la nouvelle réalité. C'est important d'en tenir compte. Et pour revenir à ce qu'a dit notre collègue, il faut avoir de la résilience, il faut s'adapter au changement. Aujourd'hui, c'est la pandémie, mais on sait également que dans les systèmes d'éducation, nous devons être davantage proactifs dans nos stratégies de résilience. Parce qu'aujourd'hui, c'est la COVID, mais ça pourrait être autre chose, un autre type de changement. Pour ce qui est d'EduTech, je suis d'accord avec Fabienne, mais j'aimerais quand même faire valoir que c'est arrivé à la fin de ce que j'appelle la décennie perdue, par exemple en Amérique latine, mais de fait pas qu'en Amérique latine. J'ai vu que vous avez des projets beaucoup plus robustes pour faire en sorte que la technologie soit plus disponible dans les écoles. Vous avez commencé il y a environ 10 ou 15 ans, mais je pense entre autres à l'Uruguay et peut-être la Colombie, mais de façon générale, il y avait des programmes beaucoup plus robustes d'il y a 10 ou 15 ans. Mais tout cela est associé à comment on associe les technologies à l'éducation et on se concentre dans les domaines qui offrent davantage d'occasions pour des interventions privées et on considérait l'infrastructure comme un bien public. Mais je pense qu'on a perdu cette approche au cours de la dernière décennie. On s'est concentré davantage sur des solutions et des plateformes plutôt que d'examiner ce qui se passait dans les écoles. Voilà mes commentaires principaux. Et maintenant, permettez-moi de poser une des questions. J'ai une question. J'essaie de la retrouver.
la pandémie semble avoir ouvert beaucoup d'occasions pour la recherche dans le domaine des politiques publiques, notamment par rapport à la santé publique. Bien qu'il y ait eu des obstacles pour avoir accès aux responsables des politiques durant la pandémie, avez-vous eu davantage d'ouverture par rapport à ces décideurs de politique en matière d'éducation? Je ne sais pas qui voudrait répondre, mais voilà la question. Je crois que Shane aimerait intervenir. Vous voyez, je suis désolée, je ne vois pas les questions. Je vais continuer à lire les questions, dit Florencio. Génial, merci. Shane, allez-y. Merci. Oui, effectivement, nous avons vu des cas dans certains pays où des postes de politique existaient et nous avons vu, entre autres, des comités d'intervention en matière d'éducation par rapport à la COVID. Nous avons vu des rapports fondés sur des données prébantes qui nous disaient si on devrait rouvrir les écoles, si on devrait offrir du financement aux populations plus vulnérables. Mais je vois également qu'il y a beaucoup de déclarations des États, des chefs d'État, et dans les déclarations en tant que telles, on utilise des informations pour, par exemple, mettre en œuvre un couvre-feu, pour l'annuler, pour rouvrir ou non des écoles. Donc, c'est clair qu'il y a des domaines où les politiques les positions des politiques sont fondées sur des données probantes. Par contre, nous avons vu des recherches qui ont été menées et on a fourni l'information, les preuves, et il y a eu des questions par rapport aux résultats. Et ce que l'on a constaté, c'est que dans des pays où il y a des contre-recherches, et on constate que ces informations, ces résultats ont été banalisés ou exagérés. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aime bien ce qu'a dit Florencio lorsqu'il dit que nous devons nous approprier du changement adaptateur parce que il y a cette cible qui se déplace. Donc, je constate qu'il y aura beaucoup de mises à jour de ces recherches et nous devrons vivre avec. Voilà ma réponse, dit Shane. Merci. En même temps, nous avons un peu une crise dans le domaine de l'expertise parce que les spécialistes sont en désaccord à savoir quelles devraient être les interventions, les réponses. Une situation intéressante. D'un côté, on croit à la science et on a beaucoup d'attentes face à la science. Florencio. Il y a une autre question, dit Florencio. On demande quels sont les obstacles importants par rapport à la recherche dans le domaine des systèmes d'éducation, de la recherche qui a été perturbée par la COVID. Et nous parlions du fait que les chercheurs plutôt se sont adoptés. On nous a demandé de donner des exemples spécifiques à cet égard. Peut-être que moi, je pourrais me lancer, dit Florencio. Je pense à une situation, et peut-être que vous pourriez renchérir plus tard. Je pense à deux choses principales qui ont alimenté nos recherches. Premièrement, le fait de se déplacer, et notamment le déplacement international, a été plus difficile. Ça nous a contraints de certaines façons. Et là, je pense à la façon dont on travaillait. Peut-être qu'il y a un ou deux acteurs internationaux. Et ça nous a forcé d'avoir un transfert de compétences plus que ce qu'on a connu par le passé. Et je crois que c'est un bon résultat. Et au CRDI, on fait toujours attention de ne pas faire
la promotion où les partenaires locaux ne sont là que pour faire la collecte de données. Mais une des choses de ce que j'aime, de ce que j'aperçois, ce que je constate, c'est que les gens ont dû s'adapter, ils ont dû transférer les compétences, ils ont dû former les chercheurs localement afin d'aller au-delà de la simple collecte de données. Ils sont sur la ligne de front de leur projet. La seule façon que l'on peut transférer les compétences de recherche, c'est de redonner le pouvoir aux chercheurs localement, non seulement pour mener le sondage, mais en faire davantage. Je crois que c'est une bonne chose. Et deuxième chose, et c'est très pratique, pour plusieurs chercheurs présentement, ils ajoutent dans leur budget pour faciliter la participation des enseignants et d'être branchés, connectés. Donc, par exemple, avoir une tablette, pouvoir se brancher à l'Internet. Et c'est une façon pour eux de pouvoir mener des sondages, des entrevues, de mener des études, des groupes de témoins. Oui, et les webinaires ont été utilisés davantage à l'échelle internationale parce que c'est moins cher. Oui, je voulais revenir sur ce qu'a dit Florencio, dit le docteur Gonzalez, parce que c'est le cas chez nous, à savoir la façon dont on travaille dans notre région. De façon générale, ça inclut un ministère de l'Éducation dès le départ. Nous croyons fervemment que lorsque l'on inclut les ministères dès le départ, dans la conception, la discussion, ensuite, la probabilité de mettre à l'échelle les résultats de votre recherche sont plus élevés. Mais aussi, et ça revient à ce qu'a dit Florencio, le fait qu'on a toujours un partenaire universitaire. Donc, nous avons un trio, c'est-à-dire le ministre de l'Éducation, une université locale et SUMA. Et SUMA qui s'occupe de la vue globale du projet. Et ça a été une bonne pratique et j'en ferai très certainement la promotion pour avoir ce trio entre une organisation régionale et internationale, que ce soit SUMA ou une autre organisation, les pôles KICS. Mais aussi le fait d'avoir une université, ça fonctionne très bien. Mais je revenais à cette question, à savoir qu'il y a des bonnes choses qui sont ressorties de la pandémie. C'est-à-dire que les ministères sont beaucoup plus ouverts à utiliser, ou plutôt à innover. Je le ressens énormément. Ils sont vraiment débordés par la situation et les ressources ont été réduites. Dans plusieurs cas, les ressources sont affectées à la santé ou encore en raison de la croissance économique. Dans certains pays, on est confronté à des récessions et donc ça réduit la capacité. Donc, avec les mêmes ressources, ils doivent en faire davantage. Donc, ils sont beaucoup plus intéressés dans notre expérience en Amérique latine d'examiner comment utiliser les mêmes ressources, les lignes en ligne, les meilleures pratiques que l'on peut trouver dans les recherches. Ça a été un bon résultat de la COVID. Donc, on a dû utiliser les résultats de la recherche. Est-ce que je pourrais demander une question à Shane? Pensez-vous que les universitaires, les chercheurs africains sont maintenant plus reconnus parce qu'on a plus besoin d'eux? Ici, Shane. Je sais qu'on a plus besoin d'eux. Je ne sais pas pour ce qui est de la reconnaissance. Peut-être qu'on n'est pas encore rendu là, mais très certainement, nous en avons plus besoin aujourd'hui en raison de la COVID. Et Florencio a raison.
lorsque l'on parle de discussion de groupes témoins, nous les avons plus ou moins décentralisés. De cette façon, ces groupes de témoins ont lieu dans les pays. Mais une chose que l'on a constaté qui fonctionne très bien, c'est d'animer ces groupes de témoins sur le témoin de façon de pouvoir communiquer avec les récipiendaires, que ce soit des autorités du domaine de l'éducation et ainsi de suite. Donc, on peut les passer en entrevue ou on peut envoyer un sondage en ligne. Je pense que ça donne de la visibilité aux chercheurs locaux, mais je crois que peut-être la reconnaissance, c'est la prochaine étape. Merci, dit Gita. C'est un dernier mot formidable, justement, de parler de l'importance de reconnaître l'expertise dans l'hémisphère sud. Et on revient au début de notre présentation et la vidéo qu'a présentée Florencio sur la vidéo de CRDI sur le KICS. On veut mobiliser les connaissances dans l'hémisphère sud et de le reconnaître en vue d'avoir de meilleures réformes et des réformes mieux adaptées dans ces pays. Cela étant dit, merci à tout le monde, aux auditeurs et aux auditrices de votre participation active et merci aussi aux conférenciers magnifiques. Et le dernier mot, c'est à vous, Florencio. C'est vous qui avez tout organisé. Je n'ai rien à ajouter, dit Florencio. J'aimerais remercier Gita d'avoir présidé cette table ronde. Nous avons reçu beaucoup de questions pour lesquelles on n'a pas pu offrir de réponse. Par exemple, quelqu'un a posé la question à Javier par rapport à la coalition de mise à l'échelle. Je vous invite à aller sur notre site Internet et vérifier le programme KICS et vous allez trouver de l'information par rapport au projet de GPS mis à l'échelle et de la collaboration de ce côté. Merci tout le monde.